Pour des présents ainsi que l'examinateur externe. Oui, d'accord. Eh bien, écoutez, je vais déclarer la séance là, de soutenance de M. Haquet, ouverte et un public très nombreux, je le vois, c'est apprécié. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour au professeur Mark Drumble, examinateur externe. Je m'appelle Myriam Cohen, je suis professeure à la faculté de droit et j'ai présidéré la séance aujourd'hui. Alors, je commence en présentant les membres externes à l'université, l'examinateur externe, le professeur Mark Drumble de l'université Washington and Lee. Bienvenue, merci beaucoup. Merci, merci. Bonjour à tout le monde. Super, OK. Vous nous entendez bien? Oui, je vous entends et je vous comprends. Voilà. Je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais on verra. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, c'est très bien, bienvenue. Voilà, Je vous présente aussi la professeure Joanne Vermeers, qui est professeure titulaire à l'École de criminologie, qui agit comme membre externe de la faculté de droit ou membre externe au département. Ensuite, le professeur Amici Maniera-Bonheur, professeur titulaire à la faculté de droit, qui est le directeur de thèse. Et moi-même comme présidente rapporteur. Messieurs Chimou Yannick Kevin Naki, vous avez présenté une thèse intitulée « La réparation devant la Cour pénale internationale, quel droit pour les victimes ?» en vue de l'obtention du doctorat en droit. Les membres du jury ont évalué votre thèse et l'ont acceptée pour soutenance. Je vous invite donc à nous en faire une brève présentation d'environ 30 minutes, après quoi je donnerai la parole aux membres du jury pour la période des questions. Alors, juste pour un peu la logistique de la séance, vous allez présenter ensuite, l'examinateur externe va vous poser ses questions, donner ses commentaires. Ensuite, on passera à la professeure Joanne Vermeers et votre directeur, et je poserai la question en dernier. On pourra faire peut-être un deuxième tour, dépendamment si on a épuisé toutes les questions. Alors, vous avez la parole. Merci. Mesdames et messieurs les membres du jury, je vous remercie d'emblée pour l'honneur que vous me faites en acceptant de siéger dans ce jury. Ma présentation sera faite en 6 points. Je vais commencer par le contexte et les raisons du choix de mon sujet. Ensuite, je vais faire un exposé sur la problématique et la méthode que j'ai employée. Ensuite, s'en suivront les principales conclusions et les recommandations, après quoi je terminerai ma présentation par des remerciements. En ce qui concerne le contexte, il faut dire que le choix de mon sujet s'est basé sur de nombreux éléments qui sont, disons, qui ont intervenu au cours de ma vie, mais aussi au cours de mon parcours académique, et je vais essentiellement présenter deux. Il s'agira premièrement de la situation en Côte d'Ivoire, situation de conflit armé évidemment, et deuxièmement de la connaissance que j'ai eue de l'affaire auto-essence devant la Cour pénale internationale. En ce qui concerne donc la situation en Côte d'Ivoire, le 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire a été frappée par un coup d'État mondial qui s'est transformé en rébellion armée, apportant avec elle des violations graves des droits humains. Dans ce contexte, le 18 avril 2003, le gouvernement ivoirien a déposé auprès du greffe de la Cour la déclaration de compétence prévue à l'article 12, paragraphe 3 du statut de Rome, déclaration ensuite confirmée en 2010 par le nouveau gouvernement. Il faut préciser que la Côte d'Ivoire est devenue membre du statut de la CPI qu'en 2013. Donc à cette époque, il fallait cette déclaration. Et donc en 2011, les contestations liées à l'élection présidentielle ont fait place à une crise post-électorale qui s'est presque transformée en guerre civile. Et cette situation a de nouveau abrité de nombreuses violations des droits humains. Donc, en justifiant sa compétence, dans un premier temps, sur la reconnaissance qui avait été faite en 2003, puis sur celle de 2010, le procureur de la CPI a engagé des poursuites pour des faits de crimes commis entre décembre 2010 et avril 2011. Et en plus de cette période, il s'est limité à des crimes qui avaient été commis par une des parties belligérantes. Et donc, en conséquence, les faits commis par les autres parties et surtout les faits commis depuis 2002 et pour lesquels justement la CPI avait été appelée initialement, n'ont jamais fait l'objet de poursuites, ni devant la CPI, ni devant les juridictions nationales. Donc, qu'en est-il de ces crimes, notamment ceux de 2002? Et les victimes de ces actes ont-elles droit à
une reconnaissance internationale, disons une reconnaissance de leur victimisation qui pourrait éventuellement leur permettre d'avoir des réparations. Pour répondre donc à cette question, mes travaux de recherche en année de master m'avaient amené à traiter de la compétence universelle dans l'optique de voir si des justices pourraient se tourner vers d'autres juridictions nationales. Cependant, après mon admission au doctorat, alors que je voulais continuer sur ce même sujet, le professeur Missi m'a recommandé spécifiquement de me pencher sur les procédures qui ont cours directement à la CPI. Il m'a suggéré de jeter un coup d'œil sur l'affaire Auto et Sang. Et donc, je me suis penché donc sur cette affaire. Et dans cette affaire, on avait abouti à une annulation des charges et un non-lieu prononcé par la Cour sans préjudice de poursuite extérieure. Et donc, le 15 juin 2016, le représentant légal des victimes, sur demande de la Cour, a soumis les vieux préoccupations des victimes. Il demandait à cette occasion, entre autres, qu'une ordonnance soit prise pour constater la victimisation et éventuellement ordonner des réparations à l'endroit des victimes qui pourraient être exécutées par le Fonds profit des victimes. Dans sa décision du 1er juillet 2016, la Chambre de première instance 5 a estimé qu'elle n'était pas en mesure de faire droit à cette demande, dans la mesure où l'annulation des charges contre les accusés la dessaisissait de l'affaire. En effet, pour les juges majoritaires, la participation des victimes doit intervenir dans le cadre d'une affaire. Le fait qu'il n'y ait désormais plus d'accusés avait notamment pour conséquence qu'il n'y ait plus d'affaires dans lesquelles les victimes puissent faire valoir leurs droits. Cette décision est d'autant plus surprenante qu'il n'avait pas été donné l'opportunité aux victimes de soumettre leurs vues et préoccupations avant l'annulation des charges. D'ailleurs, le juge président a soumis une opinion dissidente qui m'a particulièrement marqué, qui a été décisive dans mon choix. Donc, il disait, entre autres, et je cite, "They are effectively told, sorry victims, but we cannot consider your views and concerns because there is no longer a case pending before the court. But the question arises, why is that there is no longer a case pending before the court? The inevitable answer is this. A case is no longer pending because we are terminating proceedings when we discharge the accused upon acquittal or on a no-case basis. And we did so without giving you a chance to express those views and concerns as to reparations. It is indeed a surprising and difficult reasoning. I do not share it." Fin de citation. À l'image du constat fait en Côte d'Ivoire, mais dans une mesure moindre, évidemment, l'étude de cette affaire laisse donc transparaître un délaissement des victimes. Elles sont abandonnées à leur sort et ne disposent d'aucun recours pour se faire entendre. Elles ne font que subir les choix du procureur, mais aussi certaines décisions de la Cour. Et donc, ce sont ces différences qui m'ont principalement amené à définitivement choisir de me pencher sur la situation des victimes devant la CPI au détriment de l'aspect, disons, de la compétence universelle. On vient donc à la problématique. Alors qu'on aurait pu penser que les deux grands objectifs annoncés pour la CPI, à savoir la répression et la réparation, avaient une importance quasiment égale, les développements jurisprudentiels ont replacé les accusés au centre des débats, y compris pour les réparations. En effet, la Cour ne peut pas prendre d'ordonnance de réparation en faveur des victimes en l'absence d'une personne reconnue coupable. Dans l'ordonnance de réparation prise lors de l'affaire Bemba, pardon, de l'affaire Lubanga, la Cour écrivait les thèmes suivants, les thèmes qui m'ont aussi marqué. Et donc, je cite, les réparations ont deux objectifs principaux consacrés par le statut. Elles obligent les responsables de crimes graves à réparer le préjudice qu'ils ont causé et permettent à la Chambre de s'assurer que les criminels répondent de leurs actes. Loin d'être anecdotique, cette affirmation traduit à quel point les accusés, et par conséquent l'objectif de répression de la Cour, cristallisent les procédures, car même le but des réparations est défini selon l'accusé. On aurait pu par exemple dire la réparation a pour but de rétablir la victime dans la situation qui aurait été la sienne avant la victimisation, ou bien disons si la victimisation n'avait pas eu lieu. Donc cette approche explique donc pourquoi l'absence d'accusé freine la prise d'ordonnance de réparation. De ce constat, l'objectif de répression n'est plus tout à fait au même niveau que l'objectif de réparation. En réalité, la réparation n'est rien de plus qu'un accessoire de la répression, un outil qui permet de parfaire la condamnation rendue contre le pénalement responsable. Donc, en conséquence de cette pratique, les victimes se sont vues refuser l'accès à une ordonnance de réparation alors que le cadre s'y prêtait. Dans l'affaire Bemba, par exemple, les représentants légaux des victimes sont allés jusqu'à proposer à la Cour une relecture de l'article 75 en ses paragraphes 1 et 6 en vue de prendre une ordonnance de réparation dont les victimes auraient pu se prévaloir devant d'autres forats. Et plus surprenant encore,
dans l'affaire Ali Kouchaï, c'était au tour de l'accusé, à travers son représentant légal, de s'indigner du fait que les victimes ne puissent pas bénéficier d'une ordonnance de réparation s'il lui venait à être acquitté. Ce tableau ainsi brossé, je suis parti de la question de recherche suivante. Comment la Cour pénale internationale pourrait-elle faire évoluer son droit en vue de permettre un épanouissement des victimes? J'ai accompagné cette question de deux questions spécifiques. Premièrement, comment les origines et le contexte dans lesquels évolue la Cour pénale internationale peuvent-ils expliquer son manque d'efficacité à l'égard des victimes? Et deuxièmement, comment est-ce que le contexte entourant la CPI limite les actions de cette dernière en matière de réparation, notamment sur les aspects relatifs à l'accusé? Et avec la permission du jury, je vais revenir sur les hypothèses que j'ai mises pour ces questions un peu plus tard dans ma présentation. Place donc au point méthodologique. La vérification de mes hypothèses s'est faite au moyen d'une recherche doctrinale basée sur les principes du positivisme juridique, à savoir la cohérence pyramidale, la neutralité axiologique, le monisme performatif et l'autorité du précédent, aussi appelé stare decisis. Et cette approche a été inscrite dans une analyse comparative confrontant le droit de la CPI au système juridique nationaux. Pour la mise en œuvre de mon analyse comparative, j'ai traité le droit de la CPI selon le concept de mixité par interpénétration. En effet, je suis parti du principe que le droit de la CPI résulte d'un mélange de pratiques romano-germaniques et des pratiques de common law. De manière concrète, cette approche m'a amené, entre autres, à rechercher un équilibre dans le choix de mes sources, notamment au niveau de l'importance à accorder à la lettre de la loi ou à la jurisprudence, et à baser mes recommandations finales sur des principes susceptibles de faire l'unanimité dans chacun de ces systèmes juridiques. De plus, j'ai inscrit mon analyse comparative dans une fonction subversive. De ce fait, mon travail fait une constante remise en cause du droit de la CPI à partir des droits nationaux. Il confronte les échecs de la CPI aux réussites des droits nationaux. Il propose ensuite des solutions qui relèvent de l'ordre des réformes, toujours en se basant sur les points forts des droits nationaux. Et enfin, pour donner un sens plus pratique au concept et à la fonction du droit comparé dans mon travail, viennent les approches. Au fin de mes travaux, j'ai eu recours à la fois à l'approche épistémologique du droit comparé et à l'approche utilitariste. Premièrement, l'approche épistémologique, dans la première partie de mon travail, a servi principalement à la compréhension et m'a permis d'expliquer le droit de la CPI et de comprendre les limites qui lui sont inhérentes. Pour ce faire, j'ai recherché les influences qu'il a reçues non seulement de ses prédécesseurs, donc les autres juridictions internationales, mais aussi et surtout des droits nationaux. Et la consultation des travaux préparatoires y a été une grande aide. Et deuxièmement, l'approche utilitariste du droit comparé m'a permis de proposer une évolution du droit de la CPI, toujours m'inspirant des droits nationaux. J'ai donc recherché ce que ces droits font de mieux et j'ai étudié comment, dans la mesure du possible, ces pratiques peuvent être adaptées et intégrées dans l'ordre international. En ce qui concerne mes résultats de recherche, et là je reviens sur mes hypothèses comme promis. Donc ma première hypothèse était formulée comme suit: l'influence trop prononcée à la fois de la common law et du droit romano-germanique empêche la CPI de déployer son plein potentiel en l'obligeant à regarder dans deux directions. Cette double influence a longtemps été présente. Déjà dès les négociations du statut de Rome, les tendances des États se faisaient ressentir. Plus tard, avec la création de la Cour, ce sont les juges qui se sont illustrés en laissant transparaître quelques principes forts de leur système juridique d'origine. La double influence des systèmes juridiques nationaux a finalement eu pour effet de rendre les droits des victimes imprévisibles dans une certaine mesure, car en plus de prendre en compte les circonstances particulières de chaque affaire, les juges ont souvent laissé transparaître les sensibilités inhérentes à leur famille juridique d'origine. En ce qui concerne la deuxième hypothèse, elle était formulée de la manière suivante: les procédures pénales et civiles diffèrent sur de nombreux points, dont leur fin, leur mode d'exigence probatoire. Étant une juridiction pénale, la CPI suit des règles caractéristiques du domaine pénal, lesquelles sont d'ordinaire plus rigides que les règles civiles. Cela brille le potentiel de la CPI en matière de réparation. Cette hypothèse est notamment vérifiée par le fait que la prise d'ordonnance de réparation soit soumise au prononcé préalable d'une condamnation pénale. Cela tend à faire de l'ordonnance de réparation un complément, voire un accessoire de la condamnation, créant ainsi une hiérarchie entre ces deux catégories de procédures, donc les procédures pénales et civiles. En fait, le constat est que la CPI s'est alignée autant que possible sur la pratique pénale internationale qui avait cours avant son avènement, alors qu'elle était annoncée comme devant apporter une révolution, notamment en ce qui concerne les droits des victimes. Nous en venons donc aux recommandations.
En somme, ces observations m'amènent à formuler un nombre de recommandations qui s'étendent sur 3 axes, à savoir l'autonomie des procédures, l'autonomie des victimes et le rôle des États. En ce qui concerne l'autonomie des procédures, il s'agit dans un premier temps d'instituer un mécanisme de responsabilité civile donnant droit à réparation. Le statut de Rome mentionne exclusivement la responsabilité pénale, même si la responsabilité civile peut être sous-entendue. Cependant, s'il venait à être clairement établi que la réparation relève d'une responsabilité civile distincte de la responsabilité pénale, il n'y aurait pas de raison de ne pas continuer les procédures en réparation en cas de non-condamnation pénale. En effet, le fait que les deux types de procédures puissent exister, l'une indépendamment de l'autre, permet de justifier qu'il y ait des procédures exclusivement dédiées à déterminer la responsabilité civile sans que l'existence ou non d'une responsabilité pénale y ait une incidence. Ensuite, il faut séparer les procédures selon le type de responsabilité visée. Cette proposition s'inscrit dans la même logique que la proposition précédente et s'inspire des pratiques étatiques. En effet, il est bien connu que dans plusieurs pays appartenant à la famille juridique de la common law, les procédures criminelles visant à mettre en œuvre la responsabilité pénale se font uniquement entre le procureur et l'accusé, tandis que les procédures civiles visant la réparation se font dans une instance civile séparée entre l'accusé et la victime. Dans les pays de tradition romano-germanique, quand bien même une forte majorité des États permet à la victime de se joindre au procès pénal en tant que partie civile en vue d'obtenir réparation, il a également laissé l'alternative de poursuivre l'accusé dans un procès civil séparé, se détachant ainsi de la procédure pénale. À cet égard, le fait d'avoir deux procédures distinctes dans la même affaire selon la responsabilité visée n'est étranger ni à la famille de la common law, ni à la famille romano-germanique. De mon point de vue, cette séparation présente l'avantage d'offrir des chances Cette séparation présente l'avantage d'offrir plus de chances aux victimes pour obtenir une réparation. En effet, avec l'exigence d'une preuve allant au-delà du doute raisonnable, la responsabilité pénale est en pratique plus difficile à atteindre que la responsabilité civile. Cette dernière considère, de sa part, que la preuve suffisante est celle qui est la plus prépondérante. De ce fait, une preuve qui ne démontre pas la responsabilité pénale peut tout à fait démontrer une responsabilité civile. Or, en conditionnant la responsabilité civile, donc la réparation, à l'existence préalable d'une condamnation, donc responsabilité pénale, la pratique de la CPI élève par la même occasion les exigences de la responsabilité civile à celles de la responsabilité pénale. En conséquence, le nombre probable d'ordonnances de réparation se voit en théorie diminuer. Et là, je cite l'exemple de l'affaire O.J. Simpson aux États-Unis qui avait fait beaucoup de bruit, même si j'étais francophone. Donc, dans cette affaire, on était arrivé à disons, un acquittement sur le plan pénal parce que la preuve n'allait pas au-delà du doute raisonnable. Par contre, la preuve était suffisamment prépondérante et l'accusé a fini par être condamné civilement à plusieurs millions de dollars de dédommagement. Et donc, c'est sur ce principe-là que je me base pour dire qu'on pourrait quand même séparer les procédures en vue d'avoir, disons, de jouer sur l'exigence de la preuve. Et dernière recommandation, toujours dans la même logique, c'est de... en tout cas, c'est de spécialiser les chambres de la Cour. Donc, en vue de mener des procédures séparées, la CPI pourrait se doter de chambres exclusivement dédiées aux réparations en faveur des victimes, laissant ainsi les procédures pénales à des chambres criminelles. En ce qui concerne l'autonomie des victimes, il s'agit essentiellement de leur conférer plus de responsabilités dans le déroulement des procédures. En ce sens, elles devraient bénéficier des évolutions suivantes. Donc, disposer du statut de partie au procès. Et cette évolution permettra notamment aux victimes d'avoir un meilleur contrôle sur la manière de mener les procédures, y compris le choix des infractions. Cette configuration serait également appropriée au fait pour la Cour de disposer d'une chambre civile exclusivement dédiée aux réparations. En outre, les victimes pourraient initier des procédures en cas de besoin. Et j'aimerais revenir brièvement sur cette proposition, même si je ne l'ai pas explicitement écrite. C'est que dans le jury pour avoir dans l'annexe 2 du matin, j'avais justement interrogé un des avocats, un des représentants légaux des victimes devant la CPI, et puis il dénonçait justement le fait que les victimes soient obligées de suivre les approches du procureur, alors que parfois c'est stratégiquement pas la meilleure chose à faire. Donc, sur le choix des infractions à poursuivre, sur la manière de mener les procédures. Mais étant donné qu'elles ne sont pas parties au procès, elles sont obligées de s'y tenir et parfois ça leur porte préjudice. Et donc, cette proposition s'inscrit justement dans ce cadre-là. Voilà. Et enfin, les recommandations sur le rôle des États.
Donc, ce qui concerne les États, mes recommandations consistent essentiellement à inviter ces derniers à être plus actifs dans le processus de réparation, offrant ainsi plus de proximité aux victimes. De mon avis, certains États sont un peu trop passifs dans le processus de répression et de réparation, alors que les archives des négociations du statut de Rome démontrent clairement qu'ils devraient en être hautement. La CPI en vient parfois à jouer les premiers rôles au lieu d'être un ultime recours. Au point où certains auteurs dénoncent l'instrumentalisation de cette dernière par des pouvoirs politiques. Et donc, la première proposition, c'est redéfinir donc, les thèmes de l'article 17, paragraphe 1, petit a. Le principe de subsidiarité auquel la CPI est soumise impose à cette dernière de ne mettre en œuvre sa compétence que lorsque les États n'ont pas la capacité ou ne montrent pas la volonté de juger les affaires. Dans les faits, certains États en viennent à instrumentaliser la Cour, à l'exemple de la Côte d'Ivoire dans le traitement des affaires Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo et Charles Blé Godet. Et ces États opèrent le choix, parfois basé sur des stratégies politiques, de laisser la Cour connaître certaines affaires, prétextant du manque de capacité. Or, leur activité judiciaire démontre que la capacité est bien là. En ces circonstances, la Cour peut toujours justifier son action par le manque de volonté des États en question. Toutefois, l'intervention de la CPI rend ces affaires plus longues, en plus de surexposer les victimes sur la scène internationale. Pour cette raison, je pense qu'on devrait plutôt obliger les États à agir. Pas nécessairement les obliger en les contraignant, mais en mettant des mécanismes qui pourra les inciter à mettre en œuvre leur capacité lorsqu'elle est là. Par exemple, on pourrait fixer des amendes auxquelles les États seraient assujettis. Donc, voici brièvement ce que je pourrais présenter pour le cadre de ma thèse. Donc, je termine par les remerciements. Et j'aimerais en premier lieu remercier la faculté de droit pour l'encadrement qui a été fourni, et en particulier mon directeur de recherche qui a toujours été là. Je remercie aussi les membres du jury, parce que j'ai beaucoup appris à vos côtés depuis mon examen de synthèse. Et je remercie ensuite ma famille, mes parents qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, mais qui nous suivent en ligne. Aussi ma famille, mes amis qui me font l'amitié d'être ici à cette soutenance. Voilà qui m'a fait mon propos. Alors, merci beaucoup, Monsieur Aki, pour cette présentation très claire et très intéressante. Ça met la table pour les débuts des questions. Alors, je commence en donnant la parole au professeur John Bell. Et je voudrais aussi vous remercier très chaleureusement au nom des membres du jury d'avoir accepté d'agir comme examinateur externe. Nous savons que vous avez fait un travail très détaillé, minutieux. Alors, merci beaucoup. Et sur cette note, je vous donne la parole pour vos questions. Bon, merci. Bonjour encore à tout le monde. Là, je vais essayer de me débrouiller en français. Je suis d'origine de Montréal, mais ça fait presque 30 ans que je suis aux États-Unis. Et ça m'arrive rarement de parler en français, mais j'adore ça. Alors, tout simplement, pour commencer, je vais faire de mon mieux. Comme vous le savez, mon rapport, je l'ai écrit en anglais, mais là, je vais faire un effort. Alors, d'abord, pour commencer, il faut que j'arrête de parler de moi-même. Il va falloir qu'on parle du candidat. Et monsieur, à qui j'aimerais vous féliciter pour une thèse que moi, j'ai trouvée est très bien rédigée, très bien organisée et aujourd'hui aussi très bien présentée. Alors, je vous félicite. J'ai vraiment beaucoup appris. Ça m'a fait un grand plaisir de lire chaque page. Moi, je trouve que cette intersection de la fonction de répression et de réparation au sein de la CPI est très importante et vous offrez une perspective vraiment axée vers les victimes, une perspective que moi je trouve très originale. Et ce que j'aime vraiment, c'est que vous osez proposer des réformes. Quelques réformes, certainement, peut-être c'est plutôt aspiration que réalité ou possibilité, mais je dois l'avouer, j'aime bien votre optimisme et votre courage à proposer des réformes en détail. J'ai aussi bien aimé vos recherches que vous avez faites dans des pays différents, comme par exemple en Côte d'Ivoire et aussi ailleurs, dans les situations
que la Cour pénale internationale est en train de, je sais pas, ils en parlent, ils font des investigations et tout ça. Comme vous le savez aussi, de ce que j'avais écrit dans mon rapport, je suis d'accord avec vous que l'influence du common law peut-être se trouve un peu trop. Et j'ai vraiment apprécié votre discussion des approches en droit civil au niveau national et comment on peut les intégrer au sein d'une institution internationale. Alors pour vous, monsieur, j'ai 3 questions. Je pense qu'on peut commencer par la première et après ça, je vais m'arrêter. On peut continuer la discussion si vous voulez bien maintenant ou on peut passer la parole aux autres. Mais vraiment, ma première question, c'est par rapport à cette question d'intégration. Pensez-vous que la CPI peut vraiment prendre cette responsabilité d'être à la fois une institution de rétribution, de répression, une institution répressive, et à la fois aussi une institution réparatrice. Comme vous le savez, la CPI, c'est une institution assez faible. Ce n'est pas une institution particulièrement efficace. Et je ne suis pas certain qu'elle pourrait vraiment gérer cette intégration avec à la fois cette fonction pénale et cette fonction de réparation. Alors, ma question première pour vous, c'est que pourquoi est-ce que vous avez autant de confiance à la Cour pénale internationale au lieu de suggérer quelque chose peut-être de plus radical? Quelque chose de plus radical, ce serait, on l'a, la CPI, mais à la fois, on va essayer de créer une autre institution internationale, une institution orientée exclusivement et seulement vers la réparation. Et peut-être une autre vers, je ne sais pas, la vérité, un Truth Commission international. Et alors, ma première question pour vous, pourquoi ne pas proposer quelque chose de plus radical et pourquoi avez-vous autant de confiance dans cette seule institution qu'elle peut vraiment tout faire malgré le fait, je ne suis pas cynique, j'essaie d'être réaliste, mais malgré le fait que jusqu'à présent, elle n'a vraiment pas fait grand-chose. Alors ça, c'est ma première question pour vous, mais c'est plutôt dans l'esprit d'une conversation. Ce n'est pas une interrogation. Hein? Est-ce que je réponds d'abord? Parfait. Merci, professeur, pour cette question. À vrai dire, j'en ai pensé aussi, et je l'aborde brièvement dans la thèse. Une chose qui m'a marqué quand je regardais l'historique justement de la TPI, j'ai vu que à la base, elle avait été pensée comme une chambre de la CIJ, avant finalement, des décennies plus tard, de faire une juridiction séparée. Et en pensant justement à l'idée de séparation des procédures, je pensais aussi à la même chose. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être avoir des juridictions civiles dans la CPI ou avoir des juridictions séparées. Et dans mes réflexions, je pense que pour répondre à votre question, justement, le thème que je vais utiliser quand même dans la question, c'est que c'était un peu trop radical à mon avis. Par contre, sur la question d'efficacité, je pense honnêtement que ça pourrait être une solution beaucoup plus efficace que de rester dans la CPI, ultimement. Après, je pense qu'il y a quand même d'autres interrogations qu'on peut se poser, c'est peut-être la célérité. Parce que la célérité, je pense qu'en matière de réparation, ça reste quand même important. Et peut-être qu'en ayant tout réuni dans une même juridiction avec des organes communs, peut-être un greffe commun et tout ça, ça peut permettre de gagner du temps. Et si vous regardez dans la première partie de ma thèse, il y a un endroit où je m'amusais à regarder combien de temps s'était écoulé entre certains crimes jusqu'à la dernière décision qui concernait les victimes, que ce soit une ordonnance de réparation ou, je ne sais pas, disons un acquittement qui fait savoir aux victimes que n'a rien. Et dans certaines affaires, je me suis rendu compte qu'on avait plus de 20 ans. Et 20 ans, je regarde les crimes, je vois qu'il y a eu par exemple des viols, il y a eu des femmes par exemple qui ont eu des enfants dans ça. Et puis je me rends compte qu'en fait, ces enfants ont même eu le temps de devenir majeurs avant même qu'on ait quelque chose de concret. Et donc je me dis que la célérité, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis peut-être que si on ne sait pas des procédures, mais qu'on a quelque chose
Voilà, quand on a des astuces pour avoir le moins de temps, réduire le temps maximum, ça pourrait peut-être avoir un avantage. Maintenant, je reste quand même convaincu donc effectivement pour une plus grande efficacité des procédures, peut-être que la séparation serait, voilà, juste sur le point de l'efficacité, la séparation pourrait être la meilleure option. Merci. Aimeriez-vous que je continue ou est-ce qu'on peut passer la parole à quelqu'un d'autre? Comment est-ce que vous aimeriez? Oui, vous pouvez continuer, s'il vous plaît, avec vos questions. Merci. D'accord. Parce que la deuxième question, c'est un peu relié à la première, c'est que on présuppose que l'inclusion des victimes serait quelque chose qui porterait des bénéfices. Mais il faut aussi reconnaître que tout le monde n'est pas une victime. Il va falloir faire des déterminations que quelqu'un est une victime ou n'est pas une victime. Et déjà, dans le statut de Rome, il y a déjà un processus pour tout ceci aux questions de réparation, mais à la fois, on peut inclure des victimes, peut-être d'une manière plus complète, mais à la fois, il va falloir aussi exclure des gens pour dire non. Et la question pour vous reliée à ça, c'est que comment est-ce qu'on peut encore gérer ou, je ne sais pas, uh, how can we manage à un certain niveau la déception? Parce qu'il y aurait des gens qui seront déçus. Qu'est-ce qu'on fait dans ce sens? On ouvre une porte peut-être pour avoir plus de victimes, mais à la fois, il va falloir fermer une fenêtre parce qu'on ne peut pas avoir des milliers et des milliers et des milliers de victimes qui participent dans les processus. Alors, pour vous, c'est presque à un niveau émotionnel, parce que la CPI doit aussi communiquer avec le monde. Le droit, ce n'est pas seulement une question théorique ou très abstracte, c'est vraiment souvent des relations, des liens, des émotions. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous proposez à faire avec des victimes qui ne réussissent pas à être classifiées en certains sens comme des victimes? Comment vous proposez manage cette conversation, cette réalité d'exclusion en même temps que l'inclusion? Merci pour cette deuxième question. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très facile à faire parce que c'est sûr que justement pour la CPI, on parle souvent de crimes graves relevant des droits humains et donc les victimes se comptent parfois par centaines parce que parfois il y a des bombardements et tout ça. Mais je pense que ultimement, c'est un des défis aussi que le droit international doit relever, c'est d'arriver justement à inclure tout le monde. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des questions de gravité. Et puis, donc, il y a des questions de gravité. Donc, on essaie toujours de fixer des critères toujours plus serrés pour que, justement, on ait les choses qui sont vraiment les plus graves. Après, c'est sûr qu'à un certain niveau, si les victimes remplissent toutes les conditions qui sont fixées donc pour ces crimes les plus graves, c'est sûr qu'on va devoir les admettre à participer à des victimes, pardon, à participer à des procédures, même si ça peut impliquer des délais plus longs. C'est juste la réalité qui le veut et on essaie d'être le plus efficace possible. Le problème, c'est quand parfois il y a des personnes qui se prévalent du statut de victime, mais quand on regarde le détail, on voit qu'elles ne remplissent pas nécessairement les conditions. Et puis, je pense qu'en ce moment-là, il ne faut pas avoir peur de les diriger vers d'autres instances, comme vers des instances nationales ou vers des organisations comme le Fonds au profit des victimes, qui peut quand même aider les victimes sans que ces dernières soient admises à participer à des procédures. Ça, de ce que je sais, le Fonds, normalement, il le fait. Même quand les victimes ne participent pas aux procédures, il peut quand même les aider, les indemniser. Donc, je pense que c'est une sorte d'alternative pour les personnes qui se sentent victimisées, mais qui ne remplissent pas suffisamment de conditions pour aller voilà, assister à des procédures, aller exposer leurs procédures devant des juges. Et je pense que c'est vers cette alternative-là qu'on peut se tourner, mais à part ça, voilà, ça fait parfois mal, mais je pense qu'on n'a pas d'autre choix. Pourquoi les réparations, pourquoi est-ce que les réparations vous intéressent tellement au niveau théorique? Qu'est-ce que vous pensez qu'une
justice réparatrice au niveau théorique porte, dans un certain sens, au droit international? Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Comme vous le savez, au droit pénal, on a plein de théories de pénologie. Pourquoi on fait ça? Mais pourquoi, pour vous, au niveau théorique, les réparations sont tellement importantes? Je vais vous répondre avec certaines notions que j'avais apprises, on va dire, que j'avais apprises de manière académique chez la professeure Wemers lors de son séminaire avancé en victimologie. Mais en même temps, des éléments que j'avais aussi pu constater dans mon passé, je vais peut-être y revenir plus tard. Donc, dans le cours de la professeure Joanne Wemers, on avait justement vu que certaines victimes qui avaient été dont on avait mal, disons, traité la réparation, pouvaient parfois finir comme des délinquants. Dans certains cas, mais pas toujours. Parfois, ça peut avoir de graves incidents sur elles, comme le manque de confiance en elles. Donc, c'est sûr que, ultimement, le crime, en fait, a toujours une incidence sur la personne. Parfois en bien, parfois en mal, mais souvent en mal. Et donc, c'est sûr que mal gérer une réparation, même pour, disons, des personnes qui étaient victimes de crimes graves, parfois, ça peut créer comment dire, des coupables de demain, des criminels de demain. Et donc, je pense que c'est quand même un devoir de la société de s'en charger. Et pour moi, c'est principalement ça la grosse importance, c'est que les personnes ont une situation et puis le crime agit d'une manière donc à changer quelque chose, à créer un chamboulement. Et donc, c'est du devoir de la société de remettre donc, ces personnes dans le cours de ce qu'elles avaient. Oui, mais juste une dernière question, et là, après ça, je vous laisse, là. Mais, euh, mais comme vous le savez, réparer des violations des droits humains, ça peut coûter très, très, très cher, comme vous le savez, hein. Et je ne sais pas si on peut même les calculer, le montant. Alors souvent, en tout cas jusqu'à présent, au droit international, lorsqu'on a fait des réparations, c'est souvent plutôt pour la valeur symbolique ou expressive à un certain niveau. Disons, on a subi des violations horribles et on reçoit, je ne sais pas, l'équivalent de 500 $ par exemple, hein. Ça ne peut vraiment pas réparer à un certain niveau physique, peut-être au niveau émotionnel. Mais pour vous, est-ce que vous concevez une fonction réparatrice qui va au-delà des symboles, des expressions ou une justice à ce niveau? Est-ce que vous attendez à quelque chose beaucoup plus, je ne sais pas comment le dire, mais des montants beaucoup plus élevés qui peuvent vraiment rebâtir à un certain niveau la vie des victimes? Mais ça, c'est ma dernière question. En fait, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Si vous me permettez, je vais la reposer pour me dire si c'est ce que vous entendez. Ouais. Donc, ce que vous demandez, c'est est-ce que je pense que la réparation, disons, est-ce qu'on pourrait augmenter des montants ou est-ce qu'on pourrait augmenter des montants, est-ce qu'on pourrait avoir des alternatives, c'est ça, c'est bien ça? Parce que jusqu'à présent, si on donne, je ne sais pas, jusqu'à présent, les montants que la CPI a donnés, c'est comme 300 $, 500 $. C'est plutôt symbolique. Est-ce que c'est Ouais. suffisant pour vous, à votre avis? Est-ce qu'il faut quelque chose beaucoup plus élevé en ce qui a trait je ne sais pas, parce que 500 $, ça suffit. Oui, 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 non, je pense absolument, c'est pas suffisant, c'est ce qu'il faudrait plus. Et ce que je recommande aussi dans ma thèse, c'est justement que les États s'impliquent un peu plus. Je m'étais amusé aussi à aller regarder, par exemple, ben, j'ai vu dans plusieurs rapports que le fonds au profit des victimes manquait cruellement de ressources. Donc, je me suis amusé à aller regarder les sources, les contributeurs, les États et tout ça. Et puis, comme vous savez, je parle beaucoup de la Côte d'Ivoire dans mon travail et je me suis rendu compte qu'on n'a jamais versé un seul sou au fond, alors qu'en fait, il y a une situation où on a invité la Cour à venir, disons, à exercer sa compétence. On a renouvelé cette invitation en 2010. On a été membre du statut de Rome pardon, depuis 2013. Mais on n'a jamais versé un seul sou malgré la situation, malgré le nombre de victimes. Et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un cas isolé, c'est le cas de plusieurs États pour lesquels il y a des situations. Ces États ne versent presque rien.
Et je pense aussi que donc, les États pourraient en fait être un peu plus impliqués sur ce côté-là. On pourrait peut-être voter quelque chose à un budget, une sorte de montant obligatoire pour le fonds, pour aider les victimes. Parce que c'est sûr que ultimement, le fonds, il manque de ressources. Donc, s'il manque de ressources, il ne peut pas faire des miracles à un certain niveau. Puis au-delà de ça, je pense aussi que on doit quand même les victimes, en fait, doivent sentir une certaine reconnaissance au-delà de tout ce qui est matériel. C'est sûr que c'est important quand on perd des maisons, tout ça, on a besoin de l'avoir. Mais au-delà de ça, il y a aussi ce réconfort, cette reconnaissance qui, pour moi, doit commencer au niveau national. Et c'est pourquoi je critique un peu le fait que certains États laissent volontairement des affaires qu'ils peuvent traiter au profit de la CPI, alors que si le traite à l'interne, ça peut peut-être offrir cette reconnaissance aux victimes au niveau interne. Et je pense que c'est une chose sur laquelle on doit beaucoup travailler. Et si vous me permettez, je reviens sur un aspect, par exemple, que j'avais souligné dans ma présentation. J'ai parlé au cours de l'affaire en Côte d'Ivoire, de l'affaire Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Puis vous voyez, dans cette affaire, donc, initialement, Laurent Gbagbo et son épouse, donc Simone Gbagbo, avaient été arrêtés. Et le mandat de la CPI concernait seulement Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, qui lui étaient en fuite. Et donc, Laurent Gbagbo, il a été évidemment extradé à la CPI et Charles Blé Goudé, il était recherché. Plus tard, la CPI a émis le mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo et la Côte d'Ivoire a refusé de l'amener parce qu'elle s'estimait désormais compétente. Dans le cas de Laurent Gbagbo, elle a dit on venait de sortir d'une crise, donc les juridictions n'étaient pas totalement opérationnelles. Mais pour Simone Gbagbo, on est compétent, donc on va la juger. Et je crois environ 1 mois ou 2 mois après, Charles Blé Goudé l'est arrêté et lui, il est extradé. Et puis la question qu'on pourrait se poser, c'est ça. Si on est compétent pour juger Simone Gbagbo, pourquoi est-ce que lui, on l'extrade? Ou autrement, si on n'est pas compétent pour, et qu'on l'extrade, pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas Simone Gbagbo? Et ce qui pouvait ressortir, c'était justement des personnes qu'on peut peut-être éloigner du pays ou peut-être pas parce que les juridictions fonctionnaient correctement. Et là, la lecture que je fais de ça, c'est que parfois, c'est pas un cas isolé aussi. Encore une fois, dans l'affaire au Congo, ça a été dénoncé par de nombreux auteurs, le fait de parfois volontairement laisser partir des personnes alors qu'on peut traiter ces affaires à l'interne. Je pense que ça, c'est quelque chose sur laquelle on doit travailler, d'abord pour les victimes, parce que c'est important pour elles d'avoir une reconnaissance au niveau national et ça peut être un bon début pour le processus de guérison. Et puis après, il y a évidemment tout ce qui est matériel qui doit être renforcé parce que quand une personne perd beaucoup de choses, parfois ça peut, voilà, c'est toute sa vie parfois qui va en feu. Bon, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Lambert. Alors maintenant, c'est la professeure Vermels qui va vous poser des questions. Merci. Merci aussi pour le test. Et aussi, j'aimerais dire aussi un plaisir de le lire aussi. J'aime beaucoup, comme victimologue, j'aime toujours quand les juristes regardent les questions en victimologie, les victimes des crimes contre l'humanité, victimes des crimes de guerre. Donc, félicitations pour ça, parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Et je comprends aussi que ça va un peu au-delà de ce qu'un juriste fait habituellement. Donc, c'est bon d'oser de regarder autre chose. J'aime aussi que vous avez proposé une nouvelle idée, en fait, comme vous avez présenté, ajouter un élément d'un cours civil à la Cour pénale internationale qui peut s'occuper des réparations et pas simplement la punition. C'est intéressant, bien sûr. Mais les cours civils sont surtout la réparation, c'est souvent l'agent, en fait. Et c'est ça qu'on fait. Et il y a des défis pour les victimes. Hein. Même si on regarde le cas de O.J. Simpson que vous avez mentionné tantôt, les victimes de O.J. Simpson, oui, ils ont gagné leur cause, mais ils n'ont jamais reçu leur argent. Hein? 30 ans plus tard, 40 ans plus tard. Donc, et ça, c'est un des grands défis. Et on peut poser la question, pourquoi est-ce que plus de victimes ne vont pas devant les tribunaux civils parce qu'ils ont un statut ou ils peuvent avoir leur propre avocat, etc. Bon, parce que ça coûte cher d'abord. Et même si vous gagnez votre cause, la chance de vraiment obtenir l'indemnisation en fin de bout, c'est très limité. Et aussi, les victimes, si on regarde réparation, pour les victimes, réparation est beaucoup plus qu'indemnisation. Hein? Il y a toute la reconnaissance, toute la notion de satisfaction, autre chose aussi, toute la notion d'aide, aide aux victimes, aider les victimes, répondre à leurs besoins fondamentaux comme être humain après d'avoir perdu tous dans une guerre, par exemple.
que ça peut être aussi très pertinent. Et oui, on peut dire qu'il y a l'argent en arrière de tout ça pour payer ces services d'aide, etc. Mais quand même, c'est autre chose que donner l'argent directement à la victime. C'est quelque chose qu'on fait déjà à un certain niveau avec le fonds au profit des victimes. Vous avez mentionné ça aussi tantôt. Et ainsi, j'aimerais poser la question, pourquoi, selon vous, le fonds au profit des victimes, je comprends qu'il y a des défis aussi avec ça, manque de l'argent aussi, mais pourquoi est-ce qu'il serait mieux de développer un tribunal civil au sein de Cour pénale internationale au lieu de simplement repenser le fonds pour que ça puisse répondre mieux aux besoins des victimes comme forme de réparation? Oui. Merci aussi pour cette question. Et effectivement, j'en parlais brièvement dans ma thèse aussi. Je proposais qu'on réforme quand même le fonds parce que je pense aussi que son fonctionnement actuel, bon oui, c'est sûr que ça aide les victimes, mais ça peut être amélioré. Et premièrement, j'ai évoqué tout à l'heure la possibilité pour les États d'avoir des contributions obligatoires. Et donc, je proposais le fonds justement comme un organe qui pourrait gérer ça. Et j'ai cité l'exemple, alors dans une mesure totalement différente, mais j'ai cité l'exemple de l'OADA, qui est une organisation en matière de droit des affaires, et puis qui venait en fait, on reste quand même dans une histoire qui implique plusieurs États, mais qui venait à faire sauter les limites des États en matière commerciale. Et ça, c'est justement pour les questions économiques, pour fluidifier les affaires et tout. On prend des lois qui sont vraiment, qui s'appliquent à chaque État. Donc, c'est comme un espace commun. Et le droit WADA, donc le droit international, les comptes du droit interne. Et je parlais de ça en matière de réparation. Je dis que les États pourraient créer quelque chose comme ça, quelque chose de commun dans lequel leur contribution obligatoire irait. Et donc, ça créerait en fait plus de facilité pour le fonds d'agir. Il pourrait agir directement avec les victimes. Et donc, il pourrait quand même offrir cette proximité aux victimes, même s'il pourrait apparaître comme une organisation internationale, il peut quand même avoir cette proximité aux victimes. Et puis, il peut surtout disposer de plus de fonds pour directement aider les victimes. Et donc, ultimement, je pense que c'est sur ces deux volets, justement, qu'on doit agir. Donc, la proximité, donc la reconnaissance, tout ce qui est l'idée de dire, on a vu votre victimisation, on sait que vous avez perdu beaucoup de choses et on est là pour vous, on vous aide. Et puis, il pourrait même peut-être, quand c'est possible, engager, et puis si, dépendamment de l'issue judiciaire, gérer toutes les questions de justice réparatrice avec les accusés. Il y a parfois des accusés qui sont disposés à ça. J'ai cité l'affaire Ali Chahi. Le procès n'est même pas encore terminé, qu'il dit déjà qu'il est prêt à parler avec les victimes. Il dit qu'il est innocent, mais il veut quand même voir les victimes, il veut parler avec les victimes, il veut faire tout ce qu'on lui demande tant que ça peut aider les victimes. Et c'est lui qui s'est indigné du fait que la Cour ne puisse pas prendre d'ordonnance de réparation en faveur des victimes s'il est reconnu, s'il est acquitté. Donc, je pense que tout ça, il y a des gens comme ça qui sont disposés. Le fonds pourrait avoir plus de pouvoir dans ce sens-là pour coordonner tout ça et pour offrir cette plus grosse proximité aux victimes. Merci. Merci. Bon, pour continuer avec cette réflexion sur les victimes et un des défis que vous dites, un des problèmes avec le Cour pénal international, c'est hybride entre la tradition common law et la tradition civile. Et ça, bien si c'est une force, c'est aussi une faiblesse qui le force à regarder dans deux directions et les limites. Et une des questions que je pose toujours, est-ce que c'est cette tension entre les deux traditions légales, ou est-ce que c'est le droit pénal, le droit criminel, au fond, qui n'est pas capable de reconnaître les victimes? Donc, en autre mot, est-ce qu'il y a quelque chose de fondamental dans le droit pénal comme n'importe si c'est la tradition civile ou common law, qui a des difficultés à reconnaître les victimes dans le processus? Déjà, sans trop réfléchir, la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est que, et ça c'est une de mes convictions personnelles, peut-être, je ne sais pas si vous la partagez, mais je pense aussi que le droit pénal ne traite pas suffisamment les victimes comme elles devraient être. Et là, moi, la question que je me pose souvent, c'est, je me souviens en fait quand j'étais en deuxième année de droit, et quand on parlait du fait qu'il y ait un procureur qui poursuit un accusé, on disait que le crime, en fait, il cause un dommage à la société en général. Et c'est pour ça que, justement, il y a un représentant de la société aussi. C'est une raison, en tout cas, qui va aller poursuivre l'accusé. Donc, l'accusé doit quand même réparer ce qu'il fait à la société.
Évidemment, la réponse que pardon, la réflexion que je me fais souvent, c'est que ce dommage-là, ce désordre, disons, à l'ordre public que l'accusé cause, il le cause certes à la société, donc à l'ordre public, mais il le cause à travers une victime. Et je pense que pour moi, la victime doit être, dans ce sens, la première préoccupation du droit. On veut réparer le dommage qu'on a causé à l'ordre public, mais ce dommage a été, la victime, c'est comme le vecteur, on va dire, voilà, c'est à travers le dommage qu'on a causé à la victime qu'on a aussi créé un désordre dans la société. Et c'est pour ça que je pense que les réparations, tout ce qui touche à la réparation doit être prioritaire à tout ce qui touche à la répression en matière pénale. Mais ça, c'est ma conviction personnelle, en tout cas. Normalement, dans tous les pays, c'est plutôt l'inverse. On pousse d'abord vraiment tout ce qui est pénal, criminel et tout, et puis généralement, ce qui est civil passe. Donc, maintenant, je pense, pour répondre à votre question, je pourrais dire oui. Je pense que le droit pénal en général a un problème avec, pas un problème avec les victimes, mais je pense peut-être qu'il devrait revoir ses priorités, mais c'est vraiment une opinion personnelle. Et donc, et dernière question en ligne avec ça. Donc, Allez-y. après avoir fait cette réflexion, donc, est-ce que c'est envisageable que on peut, dans le droit criminel, reconnaître aussi le crime pas uniquement comme une violation contre l'État, et ainsi le rôle du procureur, mais aussi une violation des droits de la personne victime, qu'elle n'est pas juste un objet, mais aussi un sujet devant la loi, dans les procédures criminelles. Oui, tout à fait. Oui, c'est parfaitement dans la même logique que ce que je disais. C'est que justement, comment dire, les victimes, en fait, de la violation qu'elles subissent, en fait, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance à part entière, disons, complètement intégrée au droit pénal. On a quand même tendance un peu séparée, même si, je pense que même quand, par exemple, on parle dans les pays de tradition romano-germanique, on parle du fait que les victimes viennent dans le procès pénal, il y a toujours cette idée de séparation, parce qu'on parle de partie civile et tout ça. Et je pense qu'il faudrait quand même fusionner, parce que justement, ça fait partie intégrante. Tout ce qui est causé à la société, tout ce qui touche au crime, c'est vraiment par la victime. On ne doit pas les séparer. Voilà, la victime, c'est elle qui représente. C'est un peu comme, en fait, un chef d'État, parfois, il va faire des actes, on va dire qu'il n'agit pas en son nom propre, il agit au nom de l'État et tout ce qu'il fait, c'est voilà. Je pense qu'au niveau du crime, c'est à peu près ça. La victime, c'est celle, au moment où elle devient victime, c'est un peu celle qui représente la blessure que la société a eue. Donc, c'est fusionné pour moi, vous voyez, c'est vraiment la même chose. Et je pense que ça, justement, ça ne devrait pas être séparé, ça devrait être intégré. Merci. Pas d'autres questions? Oui, ça va, merci. Ça va, merci. Alors, je cède la parole au professeur Manuel Bonal qui va vous poser des questions également. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, ça me fait plaisir de voir M. Ake arriver à ce stade-ci de sa thèse. Donc, ça me réjouit. Je le félicite parce que ça a quand même été difficile. Il est venu de Côte d'Ivoire faire son doctorat, donc il fallait s'habituer ici au système. Ensuite, il y a eu la pandémie, et je pense que ça vous a beaucoup affecté, mais vous avez su rebondir, vous n'avez pas abandonné, et c'est vraiment un parcours très, très apprécié, en tout cas. Alors, j'avais deux questions au début, mais finalement, j'ai eu des réponses à travers ce que vous avez dit aux autres collègues. Donc, vous m'avez déjoué. Et il me reste une, c'est au niveau de votre annexe, de vos annexes en fait. Je vois l'entrevue avec une personnalité de la CPI qui est chargée des victimes. Ouais. Donc, il répond à beaucoup de questions. Et c'est très intéressant. Mais vous avez mis ça en annexe et je me suis demandé parce que j'avoue qu'on n'avait pas beaucoup échangé sur cet aspect de la thèse, à moins que j'ai oublié. Peut-être que j'ai oublié. Mais ma question, c'est comment ça vous a servi? Comment cette entrevue-là a pu aider dans la rédaction, l'analyse que vous avez faite dans votre thèse? Ouais. Alors, comment est-ce que ça m'a servi? Merci d'abord pour la question, en fait.
Et comment est-ce que ça m'a servi? En fait, ça m'a servi surtout à confirmer ou à infirmer des doutes que j'avais. Sur faute d'avoir fait un stage à la CPI, j'avais quand même certaines questions. Et il y en a une, par exemple, que j'ai évoquée dans ma présentation orale, c'était justement l'influence que le procureur pouvait avoir sur la victime, comme par exemple les choix stratégiques des crimes à poursuivre et tout ça. Et donc, voilà, en posant ces questions avec ces réponses, justement, ça a permis de confirmer ce que je me demandais, ce que je supposais ou infirmer. Mais malheureusement, j'avais voulu avoir plus de réponses pour confronter un peu. Malheureusement, j'ai écrit à une quinzaine de personnes, puis il y en a un seul qui a répondu. Mais il avait traité deux affaires différentes, donc il m'a répondu pour les deux affaires, et puis c'était sensiblement les mêmes choses. Donc, Très bien. C'est tout? C'est tout? OK, parfait. Alors, c'est à mon tour de vous féliciter. Je pense que c'est vraiment un accomplissement d'être arrivé à votre soutenance, d'avoir fait votre présentation, d'avoir répondu à plusieurs questions des experts. Félicitations d'avoir choisi aussi ce sujet, qui je pense qu'il y a un sujet d'actualité, un sujet très pertinent. Et c'est un sujet qu'on doit se poser beaucoup de questions, justement, pour non seulement les victimes, qui est les sujets de base de votre thèse, mais aussi l'avenir de la justice pénale internationale. Comment est-ce qu'on conçoit cette justice? Comment est-ce qu'on conçoit les rôles de la CPI dans un monde en changement? Alors, félicitations d'avoir mené ces recherches-là et d'avoir vraiment fouillé dans la jurisprudence de la Cour, d'avoir mentionné toutes les décisions, les soumissions des parties que vous avez mentionnées. Sur cette note, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup aimé votre thèse et j'ai plusieurs questions. Certaines ont déjà été abordées peut-être d'une autre façon, mais je vais commencer peut-être sur la question du fonds au profit des victimes, qui la professeure Vermez a déjà mentionné, vous avez déjà discuté et j'ai pu bénéficier. Vous savez, quand on est présidente du jury, on a les bénéfices d'avoir tout écouté. Des fois, on s'est dit, je vais laisser la question à côté, ou des fois, on a d'autres inspirations pour poser la question autrement. Alors voilà, ma question pour les fonds, concernant les fonds au profit de victimes. Vous dites à la page 142 que les fonds n'est toutefois pas tenu d'attendre une ordonnance de la Cour. Il peut mener des actions de réparation de sa propre initiative. Il devra toutefois en notifier la Cour, laquelle peut opposer un refus selon les cas. J'aurais aimé lire un peu plus sur les fonds. Pourquoi? Parce que un élément clé de votre thèse est cette notion de condamnation, d'être conditionnel à une condamnation pour qu'on puisse avoir une réparation. Alors que les fonds au profit des victimes, non seulement dans le sens que la professeure Vermez vous a posé comme question, peut-être une avenue au lieu d'une chambre spécialisée, mais aussi c'est peut-être une réponse à cette question de on n'a pas encore une condamnation. Alors, il y a les deux mandats du fonds d'assistance et de réparation, et peut-être je voulais vous donner l'occasion de parler un peu plus de votre compréhension, de votre vision du fonds dans les rôles de cette justice réparatrice, et surtout les deux mandats, les mandats d'assistance en particulier du fonds au profit des victimes. Parfait. Si je peux me permettre, est-ce que je peux juste clarifier la question? Oui. Est-ce que vous voulez dire, ma vision, c'est comment est-ce que je l'entrevois en termes de changement, ou comment est-ce que je la comprends maintenant? Mais vous pouvez répondre les deux, en fait. Mais quels sont les rôles que vous voyez, au fond, surtout les mandats d'assistance, que je pense qui n'ont pas été discutés en détail, qui pourraient peut-être répondre à cette critique de déconditionner les réparations à une condamnation? D'accord. Merci pour la question. Donc, comment est-ce que moi je la vois? Disons, ce qu'elle pourrait faire. Je pense qu'elle pourrait être, je vais dire, le moteur de tout ça, de toute cette préparation. Il y a un premier élément, c'est la question du nombre, et le professeur Marc en parlait. Je pense que le fonds, c'est quand même, pour moi, le fonds devrait être le premier contact des victimes. Et le fonds devrait avoir justement ce rôle-là de gérer le nombre, de trier, puis de justement pouvoir faire la part des choses, voir les gens qui ont vraiment. C'est sûr qu'ultimement, on ne peut pas écarter des victimes. Toutes les victimes ont des besoins et tous ces besoins doivent être traités, mais par moment, il y a des personnes qui ont des besoins beaucoup plus urgents, beaucoup plus. Et je pense que c'est premièrement le rôle du fonds de faire la part des choses et puis de savoir classer selon les priorités. Et puis deuxièmement, je pense aussi que le fonds devrait être justement
on va dire, ce moteur de justice réparatrice, donc d'apporter la proximité aux victimes. Avant même de parler de tout ce qui est matériel, parce que le besoin de reconnaissance et tout ça, pour moi, le fonds doit quand même savoir prendre les choses au cas par cas par rapport au contexte social. Et par rapport à ça, j'ai voulu aussi proposer quelque chose d'un peu plus radical pour emprunter les mots du professeur Marc. Je disais que le fonds pourra avoir peut-être pas je vais dire des représentations dans chaque pays membre, mais faire une représentation dès qu'il y a une situation, mais quelque chose de très, pas juste le truc externe là qu'on voit qui sont là, non, quelque chose de très ancré avec des gens, des locaux, avec tout ça. Justement pour apporter cette reconnaissance aux victimes, pour apporter cette proximité pratiquement nationale pour dire que la nation reconnaît effectivement que vous avez subi des choses terriblement graves et on est là pour vous aider, on écoute vos besoins. Moi, c'est le premier rôle que le fonds devrait avoir et puis ensuite, justement, avec les organes étatiques, quand on est dans un État dans lequel il y a des conflits armés, justement, être vraiment très impliqué avec ces États-là pour gérer les questions financières. Cet État-là doit vraiment être le premier impliqué. Ensuite, il y a toutes les autres ressources qu'on peut avoir des autres États et tout ça pour vraiment aider les victimes. Donc, moi, le fonds, c'est vraiment ce rôle de premier contact, pardon, des victimes qu'il devrait avoir. C'est juste un contact qui devrait être renforcé en collaboration avec les États. Merci. C'est très clair. Puis, peut-être je vais laisser cette question et je vais revenir à la question des recommandations. Comme le professeur Drumbel, moi aussi, je vous félicite d'avoir non seulement critiqué, mais de penser à comment est-ce qu'on peut, quelles seraient les prochaines étapes, comment est-ce qu'on peut améliorer ce système qui a en ce moment beaucoup de critiques à l'égard surtout des réparations et des victimes. Mais je me demande, pour les recommandations, comment est-ce qu'on peut les opérationnaliser? Alors, vous parlez, par exemple, vous pouvez prendre un autre exemple, mais par exemple, les chambres spécialisées. Comment est-ce qu'on opérationnalise cette recommandation? Parce que je me dis, même la nomination des juges, est-ce qu'on devrait nommer des juges différemment, des juges qui ont, par exemple, plus des expériences, d'expertise en droits humains, en réparation en masse, en victimisation et comment calculer la réparation des victimes multiples. Est-ce que ça serait une idée? Mais plus en général, ma question, c'est plus comment est-ce qu'on opérationnalise certaines des recommandations que vous avez faites à la fin de votre thèse? D'accord, merci pour la question. Donc, comment est-ce qu'on les opérationnalise? Je pense que la première chose, c'est un peu l'idée aussi de ma thèse, là, c'est vraiment de s'inspirer le plus possible des modèles nationaux et puis peut-être après, on va essayer d'adapter à tout ce qui est international. Et j'insiste beaucoup sur la question de s'inspirer des procédures nationales parce que c'est quelque chose que j'ai, en tout cas, je ne sais pas si c'est peut-être mon ressenti, mais j'ai eu l'impression que c'était beaucoup présent dans les négociations du statut de Rome. Et parfois, il y avait des propositions qui étaient vraiment très calquées sur... Un pays fait des propositions vraiment calquées sur ses principes, et puis il y en a un autre qui fait des propositions vraiment très calquées sur ses principes, lui, et puis parfois on essaie de concilier. J'ai pris l'exemple de l'article 68.3, par exemple. Et donc, c'est vraiment des choses... Et je pense que ça a été déterminant. Donc, je pense qu'on doit essayer de se rapprocher le plus possible. Et puis, de manière concrète, justement, les chambres civiles et tout ça, c'est vraiment de regarder donc, des juges spécialisés, on va dire. On n'est pas obligé d'avoir des personnes... des juges, mais des personnes spécialisées. Je prends l'exemple de la professeure Wemmers, par exemple, qui est très calée sur la question. Voilà, il y a l'idée des tribunaux administratifs, si vous voulez, avec des experts dans chaque domaine. Ça peut être aussi un mix de juristes et de non-juristes, mais experts sur des questions. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui fonctionne de manière autonome, et voilà, donc de manière autonome avec les chambres pénales, et qui va agir donc, par rapport à un mandat qui va essentiellement se concentrer dessus, au lieu d'avoir une seule cour comme maintenant qui essaie de concilier deux choses. Donc, quelque chose d'autonome et qui va vraiment se concentrer sur son mandat spécifique. Et puis tout ça, ça pourrait être éventuellement sous un couvert, on va dire, je sais pas, un organe qui est un peu au-dessus, qui essaie de s'assurer que tout va le plus vite possible, que tout est, voilà, avoir une certaine communication. C'est un peu pour ça que je parlais d'idée de faire des chambres spécialisées dans la CPI, plutôt que d'avoir d'autres juridictions civiles. Donc, pour qu'il y ait quand même quelque chose au-dessus qui suit un peu tout et puis qui coordonne, qui assure la célérité aussi, qui permet par exemple d'aller plus vite quand on a par exemple des preuves au pénal, on peut peut-être les envoyer, même si on est dans des procédures séparées, peut-être ça peut servir, je sais pas, voilà. Ça permet d'avoir plus de célérité par moment.
Parfait, merci, c'est très clair. Alors, peut-être ma troisième question, c'est une question sur l'évolution de la justice pénale internationale de la Cour et de la Cour dans un monde en changement. On voit avec les accusés, si on voit l'évolution de la Cour depuis les premiers accusés, puis les accusés qu'on a en ce moment, les mandats, puis les personnes qu'on peut songer à voir devant la Cour pour des procès. Et la Cour comme institution dans un ordre global en changement. Et là, je vais lier avec une dichotomie qui est très présente dans votre thèse, qui est celle de la common law et de la civil law. En lisant votre thèse, je comprends que pendant la négociation, les travaux préparatoires, on voit beaucoup cette dichotomie des deux systèmes juridiques. Mais si nous pensons au moment actuel, est-ce qu'il y a encore lieu de penser à cette dichotomie de civil law, common law, ou est-ce qu'on devrait plutôt regarder la Cour un peu comme une institution dans cet ordre mondial en changement, comme on dit, une institution de justice pénale internationale parmi d'autres institutions. Là, je vous donne l'exemple de la Cour spéciale de la République centrafricaine, par exemple. Ne serait pas-il plus utile de comparer ou d'apprendre des leçons de ces institutions-là que de se tenir toujours dans cette dichotomie nationale, civil law, common law, parce qu'au final, peut-être on est vraiment dans une situation des pommes et des oranges, là où la Cour n'est pas pareil à un système de common law ou de civil law et ne devrait pas même l'être, parce qu'il y a plusieurs États qui ne sont pas d'une tradition ou d'une autre et qui sont États membres de la Cour. Alors, je voulais juste avoir un peu vos réflexions sur cette question. Merci encore pour cette question, très intéressante d'ailleurs. Et justement, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que je pense que de plus en plus, donc plus les années passent, plus la Cour se crée une identité. Et je vais vous raconter par exemple une anecdote, pas une anecdote, mais en tout cas des éléments de ma thèse. Je ne sais pas, vous avez peut-être remarqué dans la première partie, quand je parlais de l'approche épistémologique, où j'essayais d'expliquer certains points faibles de la Cour. Puis je parlais du fait que les droits étaient imprévisibles parce que d'une affaire à une autre, dépendamment de l'origine des juges, on avait des choses différentes. Et j'ai cité l'affaire Katanga, par exemple, où les juges, le collège des juges, c'était 100% des juges civilistes, je crois, de mémoire, une juge malienne, un juge français, puis le troisième, j'oublie, mais c'était tous des civilistes. Et les droits des victimes étaient très ouverts. Ils avaient accès à tous les documents, même les documents confidentiels. Lorsqu'ils présentent une demande de participation que la Cour accepte, c'est pour toute la procédure et tout. Alors que dans l'affaire Lubanga, à l'inverse, on avait un collège des juges totalement de commando et les droits étaient vraiment limités. Et sur les mêmes droits, par exemple, accès aux documents, ils avaient accès aux documents, mais pas à ceux qui sont confidentiels. Quand ils posent une question pour participer à une affaire, disons, à une question procédurale, pour une autre question, ils doivent renouveler tout ça. Et c'était vraiment très présent. Un peu pour ça, Messi, parce que ça datait un peu, il m'a dit de prendre des décisions récentes. Et puis, évidemment, je me suis penché quand même sur des décisions plus récentes, et puis je ressentais ça un peu moins. Après, je me suis dit, il y a peut-être deux raisons. Peut-être c'est parce que la Cour est de plus en plus forgée une jurisprudence et puis on commence à avoir quelque chose de très harmonisé. Ou alors peut-être plus dans ces autres décisions, parce que j'ai fait attention aussi à ça. Les juges étaient un peu mixtes. Il y en avait de commando, il y en avait aussi de droit civil. Je ne sais pas si c'est, je sais pas vraiment la raison, mais on sentait un peu moins cette opposition. Alors que dès le départ, on voyait, on prend une affaire, c'est vraiment, ça ressemble à quelque chose de civiliste. Là. On prend une autre affaire, ça ressemble à quelque chose de commando. Donc, je pense que vraiment, avec le temps, la Cour est en train de se créer une identité. Et je pense qu'on sort de plus en plus de cette dichotomie-là. Et donc, pour répondre à votre question, je pense que ça, c'est voilà, un indicateur. La Cour, c'est sûr que je pense ultimement, là, elle va se créer son identité. Mais elle a eu des faiblesses, des failles au début et qu'on peut expliquer par cette dichotomie qui a existé, puis qui peut-être juste existe un peu encore, mais c'est vraiment quelque chose qui change progressivement. Merci beaucoup. Peut-être je vais voir s'il y a un deuxième tour de questions. Moi, j'aurais peut-être une dernière question, mais je vais, au lieu de monopoliser toutes les questions, je vais passer peut-être la parole à l'examinateur externe pour voir si vous voulez faire un deuxième tour de questions. Non, pour moi, pour le moment, ça va. Alors, allez-y, vous, là. Merci. Professeur Venise? Non, ça va. Merci. Non.
Mais je vais alors poser une autre question, justement, parce que je suis trop curieuse d'avoir votre avis. Vous avez parlé de l'implication des États et je trouve que c'est un angle très intéressant et très porteur de votre thèse. Je pense que c'est une des critiques majeures des systèmes de réparation à la Cour de ne pas engager les États. Parce qu'on a la question des ressources, mais on a aussi la question d'une certaine responsabilité de certains États où des crimes de masse ont été commis. Et je me demande si vous avez pensé à la notion de complémentarité qui existe pour la question pénale, mais la notion de complémentarité civile, alors pour les réparations, en lien avec la responsabilité des États. Puis je vous réfère l'auteur Luc Moffett, que vous devez connaître, qui a écrit son livre sur la justice pour les victimes, la justice des victimes, puis qui parlait justement de cette notion de complémentarité dans l'aspect plus des réparations, si on veut, civiles. Voilà ma question, mon commentaire question. Merci encore pour cette question qui est justement très intéressante, que j'ai vraiment évoqué, je crois que c'était en 98, une des interventions dans les travaux préparatoires, justement, une des interventions du représentant français qui avait justement proposé ça. Il avait proposé qu'on puisse imposer des réparations aux États. Mais il a précisé que ce n'était pas vraiment une sorte de responsabilité en tant que telle, de responsabilité civile. C'était surtout quelque chose vraiment de très pratique, de très logique, parce que dans certaines situations, et ça c'était surtout je prends son idée, mais avec d'autres mots, donc dans certaines situations, il n'y a que l'État qui peut réparer. Par exemple, il peut y avoir des terres qui ont été, sur lesquelles les victimes ont été chassées, et puis peut-être avec l'histoire, bon, ça revient à peut-être, c'est difficile, la propriété est un peu difficile, où elle devient carrément propriété de l'État, ou voilà, où le rétablissement de certains droits de certaines personnes qui avaient des fonctions et puis qui ont dû fuir ou tout ça. Et il y a plein de situations comme ça dans lesquelles l'État est le seul. Et donc, sans forcément dire à l'État, OK, tu es condamné civilement à réparer, mais on peut quand même imposer aux États, pas imposer, mais en tout cas, faire une ordonnance à l'attention des États, disons. Je fais attention au terme imposer et puis sanction. Mais disons, pas une ordonnance à l'attention des États pour dire, voilà, il faut réparer les victimes de telle manière parce que les victimes ont tel besoin. Et puis là, il n'y a que l'État. On ne peut pas condamner une personne peut-être à restituer un terrain alors qu'elle avait pris en tant que président, puis elle est devenue la propriété de l'État. Donc, la personne ne peut pas le faire. On peut dire, OK, État, il faut restituer ça. Et je pense que c'est une manière de faire qu'on peut intégrer à ces pays. Je sais que la question est très sensible de responsabilité des États au niveau de la CPI. Donc, il faudrait quand même aller être un peu diplomatique et puis dire, voilà, ce n'est pas une responsabilité, mais c'est juste quelque chose de pratique. Il dit que dans des situations, il n'y a que vous qui pouvez intervenir. Il n'y a que l'État qui peut intervenir en tant qu'État. Et donc, quand ça arrive, il faudrait exiger, donc donner le pouvoir à la CPI d'exiger que l'État fasse telle chose. Maintenant, je pense qu'ultimement aussi, il y a peut-être des questions de coopération judiciaire qui peuvent se faire. Les États peuvent être condamnés ailleurs. Il y a des juridictions régionales, il y a plein de réparations. Voilà. Peut-être que, ultimement, la CPI pourrait, lorsqu'elle constate que, disons que dans toutes les procédures, on se rend compte que peut-être là, il faut peut-être condamner l'État en tant qu'institution à réparation. Peut-être qu'elle peut transférer des dossiers, je ne sais pas, à la Cour de l'Union européenne, à la CEDEAO, voilà. Des juridictions qui ont le pouvoir de condamner des États. Et je pense que ça, c'est des questions de coopération qu'on peut regarder, mais qui sont parfois un peu plus difficiles à mettre en œuvre, qui sont peut-être un peu plus, je vais dire là, très radicales. Mais voilà, mais au niveau de la CPI, je pense vraiment que c'est l'idée de faire quelque chose qui n'est pas pratiquement une condamnation, mais qui est plutôt quelque chose de très pratique, qui dit que dans la situation X, il n'y a que l'État qui peut faire cette réparation. Donc, on demande à l'État de faire cette réparation. Parfait. Merci. Je pense que pour moi, c'est bien. J'ai posé toutes mes questions, mes commentaires. Je fais juste un dernier tour. Juste une petite chose à ajouter. Ce n'est pas une question, mais juste une observation. À un certain niveau, certes, il y a des différences entre le droit commun, le common law, et le droit civil, mais à la fois, on peut remarquer également une sorte de convergence qui se débrouille à un certain niveau entre les deux. Et juste pour réfléchir, pour penser, ce n'est pas une question, mais à un certain niveau, je pense qu'on est en train de voir l'épanouissement à un certain niveau d'une procédure, je ne sais pas, pénale et civile internationale qui prend en mesure à un certain niveau quelques qualités des deux systèmes pour en créer peut-être un troisième système
ou quelque chose qui est beaucoup plus cosmopolite. Et moi, je trouve ça très intéressant, ces idées de culture en droit, des cultures nationales, des cultures régionales. Mais là, à la fois, maintenant, je pense on peut remarquer l'émergence, l'épanouissement, c'est un peu romantique, l'épanouissement, mais quoi que ce soit, d'une certaine culture de droit international. Et ça, je trouve ça très intéressant. À un certain niveau, monsieur, votre thèse contribue à cette discussion. Et c'est la seule chose que je voulais ajouter. C'est par rapport à la dernière série de questions. Mais j'ai rien d'autre à dire. J'ai vraiment beaucoup appris. Je suis très impressionné. Merci. Merci beaucoup. Question, mais plus personnelle pour vous, parce que là, vous nous avez parlé de l'avenir de la Cour, mais moi, je suis curieuse, en fait, de savoir c'est quoi la suite pour vous, ce que vous souhaitez faire. Oui, bonne question. Vas-y. Oui, j'en parlais justement avec mon directeur il y a 2 jours, 3 jours, je ne sais plus trop. On a discuté longuement et puis, mais ça, il y a vraiment, je pense que la recherche mérite quand même d'être approfondie sur certains points et puis éventuellement les post-doc et tout ça pourrait Donc, poursuivre dans le domaine de la recherche. ouais, ça pourrait être une option. Voilà. Merci. Mais est-ce que dans la salle, les personnes veulent prendre la parole? Oui. Est-ce que les membres du public, vous avez une question ou commentaire? Lydie? Oui, bravo, Yannick. Je comprends déjà le stress que tu as pu gérer en étant là. Donc, je te félicite pour cela. Et certainement, je n'ai pas lu la thèse, mais je fais foi ou j'ai confiance en l'appréciation des évaluateurs qui ont dit que c'est une très bonne thèse. Félicitations pour cela. Ma question, je te prie d'excuser ou je voyais, je ne sais pas si, parce que je connais Yannick, donc je peux le tutoyer. Je te prie de d'excuser la candeur éventuelle de la question. Je ne suis pas spécialiste de droit pénal international. Mais quand on parle de difficulté de l'institution à pouvoir garantir la réparation du préjudice subi, est-ce qu'en amont, on n'a pas été happé par la réalité de la crise de légitimité de l'institution elle-même? Crise de légitimité qui est alimentée davantage par la géopolitique internationale. Est-ce que si on veut arriver à replacer au centre de la réparation les victimes, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser l'institution dans sa façon, tant de manière substantielle que processuelle? C'est une question naïve, hein, puis il n'y a aucun piège là-dedans. Oui, c'est sûr. Merci pour la question, justement, elle est très intéressante. Je pense que quelque part, oui, il y a un peu de ça. Donc, il y a une certaine crise de légitimité, c'est sûr. Mais je pense aussi que en fait, ça fait partie un peu de ce que, quand je propose, par exemple, quand je parle d'apporter plus de proximité aux États, voilà, je pense que ultimement, la CPI doit se mettre un peu plus en retrait au profit des juridictions nationales. J'ai cité l'exemple de, disons, la gymnastique qui avait été faite dans l'affaire en Côte d'Ivoire, par exemple, où on envoie des personnes sous prétexte qu'on n'a pas la capacité, puis un mois plus tard, on refuse d'envoyer d'autres façons. Voilà. Et je pense que voilà, donc cette manière, c'est quelque chose qui est vraiment très, très fragile. Et donc, parfois, ça ouvre aussi la porte à l'instrumentalisation de la Cour de la part de certains États, certains dirigeants qui veulent peut-être, voilà. Et ça contribue à altérer la légitimité de la Cour parce qu'on va se dire, en fait, elle peut être un peu partisane, elle peut aider certains, parfois des dictateurs, pas toujours, mais dans certains cas, voilà, à éloigner des opposants et tout ça. Mais là, c'est peut-être le problème n'est pas au niveau de la Cour, peut-être que le problème, c'est pas, quand je dis au niveau de la Cour, disons que c'est un problème dans le droit, dans les règles. Et puis, donc, ce sont les faiblesses, et donc certaines personnes peuvent en profiter. Je pense que justement, la réforme s'impose.
Et pour moi, la réforme elle s'impose au niveau voilà, du fait d'impliquer les États. Dit par exemple que quand vous avez la capacité de juger une affaire, disons, si le procureur, disons, engage des poursuites parce qu'il observe un manque de capacité, il y a aucun problème. Si par contre, le fait d'engager ces poursuites est basé sur le manque de volonté, si après on se rend compte qu'on arrive à la culpabilité et tout ça, à un verdict de culpabilité, on peut demander à l'État, OK, vous allez assumer tous les frais, par exemple, vous allez avoir telle chose. Et puis ça peut motiver les États, peut-être les dissuader à, voilà, l'idée de se décharger et puis de prendre plus de responsabilités. Pour moi, ça passe vraiment par ça. Une réforme qui va peut-être amener la Cour à jouer son rôle, parce que justement, c'est son rôle de subsidiarité, ça, voilà. Rester en retrait et puis n'intervenir que quand c'est nécessaire, mais vraiment quand c'est nécessaire, pas quand les États ne veulent pas le faire, juste quand il n'y a pas la capacité de le faire. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Il y a d'autres questions ou commentaires? Non? Je fais une autre fois le tour? Non? C'est bon? Alors, je pense que c'est maintenant pour les jurys doivent délibérer. Et je vais peut-être demander qu'on se rejoigne dans quelques minutes. On délibère dans cette salle et on vous appelle quand on aura fini. Alors, c'est Pierre à l'appareil. Je vais arrêter l'enregistrement. J'entendrai rien, rassurez-vous. Et c'est ça. Je vais arrêter l'enregistrement moi-même. C'est fait.